Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Au lendemain de la longue intervention télévisée de Nicolas Sarkozy, François Hollande se démarque du président candidat aussi bien sur le style que sur les sujets de fond, notamment l'immigration. Et sur ce thème, Nicolas Sarkozy a clairement durci le ton hier en affirmant, je cite, qu'il y a trop d'étrangers sur notre territoire. Un tour de vis qui risque de mal passer auprès des humanistes de la majorité. Notre invité nous dira ce qu'il en pense. Il est vice-président du Parti radical et ministre des Affaires européennes, Jean Leonetti, notre invité ce soir. Ces formules font mouche. Son art oratoire est reconnu par tous. Celui qui se présente comme le défenseur du peuple contre l'oligarchie est en forme, très en forme dans les sondages. Jean-Luc Mélenchon est crédité pour la première fois de 10% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Et bien que le candidat du Front de gauche se donne pour priorité de faire tomber Nicolas Sarkozy, il continue néanmoins à critiquer le candidat socialiste. Et puis cette question ce soir dans le 22h, pourquoi ne parle-t-on pas, ou si peu, des banlieues dans cette campagne présidentielle? Les candidats sont-ils en panne d'idées? Quelles sont les raisons de ce rendez-vous manqué? Analyse et débat ce soir avec de nombreux invités. Voilà pour le sommaire de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Hier, Nicolas Sarkozy lui a fait un procès en indécision. Il serait incapable de dire non, selon le président candidat. Eh bien, ce soir, François Hollande lui a répondu sur France 2. On l'écoute. Moi, je sais dire non. Non à la finance folle. Je ne l'aurais pas laissé connaître ses excès. Non à des rémunérations indécentes qui ne doivent pas être tolérées dans un pays comme le nôtre. Non à des avantages fiscaux qui ont bénéficié au plus haut patrimoine. Non à l'actuelle orientation de l'Europe qui généralise l'austérité sans penser à la croissance. Mais je sais dire oui. Oui, parce que je pense qu'il y a nécessité de faire une politique pour la jeunesse et que ça va être la grande cause de mon mandat si les Français m'en donnent la possibilité. Il est en quête du déclic pour remonter dans l'opinion. En cela, le grand meeting de Villepinte dimanche sera un rendez-vous important pour Nicolas Sarkozy. Et il y a eu aussi bien sûr la séquence d'hier avec un exercice qui n'est pas évident, celui de la contrition pour expliquer les premiers actes mal compris des Français de son quinquennat. On revoit tout cela avec Mounir Soussi. Pour casser son image, Nicolas Sarkozy a joué la carte de la confession. Oui, il regrette le Fouquet's et tous les faux pas du début de son quinquennat. Un mea culpa à double tranchant car dans ses réponses, il se voit contraint de remettre en scène sa vie privée, un travers qu'il avait pourtant réussi à estomper depuis son arrivée à l'Élysée. La sincérité d'aujourd'hui le renvoie à l'impudeur du début du quinquennat qui lui était reproché. C'est un moment sans doute nécessaire, c'est un moment qui aurait peut-être pu être préalable à l'entrée en campagne du candidat. Et puis, il y a cette autre image, celle du président des riches. Sur ce terrain, Nicolas Sarkozy passe à la contre-offensive en ciblant le camp d'en face. Dominique Strauss-Kahn, marié avec Anne Sinclair, remarquable journaliste. D'après ce que j'ai vu des images que vous avez montrées, je n'ai pas l'impression qu'ils vivent dans une pauvreté absolue. Mais une émission ne suffit pas à gommer 5 ans d'exercice du pouvoir. Les erreurs du quinquennat restent imprimées dans l'opinion. Arriver à restaurer en quelques semaines des équations d'image si fermement ancrées est sans doute le principal défi que le président sortant a affronté. Une image qui aujourd'hui brouille toujours le message du candidat de la droite. Prochaine étape, la publication d'un livre attendu. Il pourrait permettre de clarifier son discours et de solder ses comptes avec les Français. Mais le temps presse. Il reste 45 jours au président pour inverser la tendance. Et parmi les annonces hier, il y avait l'impôt pour les grands groupes, une mesure qui permettrait de viser les sociétés qui échappent à la taxation des bénéfices. Et l'initiative est jugée tardive par les socialistes. On en parle avec Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors une semaine après l'annonce de François Hollande sur la taxation des super riches, voilà un impôt sur les grands groupes. C'est la réponse du berger à la bergère ? Oui, enfin, il pleut des impôts, bergères, on pourrait dire. Et d'ailleurs, cette histoire de fiscale montre qu'il y a quand même un aspect très franco-français dans cette campagne électorale. Pour M. Hollande, ça me paraît évident, puisque vous savez que, en gros, la tranche supérieure de l'impôt en Europe, ça va de 40% à 50%, et hop,
la France ferait unilatéralement un saut à 75%. Pour M. Sarkozy, on peut y faire la même critique parce qu'en réalité, il y a un projet de la Commission européenne d'harmonisation des impôts sur les sociétés. Et comme les Français et les Allemands ne croient pas trop que ce projet aboutira parce qu'il faut l'unanimité en Europe sur les questions fiscales, ils ont décrété eux-mêmes de faire un projet d'harmonisation fiscale, enfin un début de projet d'harmonisation fiscale sur l'impôt des sociétés. Et voilà qu'on nous sort un impôt réservé au CAC 40. Alors, cette question est quand même compliquée et il y a véritablement un problème dont on n'est pas conscient depuis hier soir, que l'on connaît, disons, depuis maintenant 6 bons mois, même plus, depuis juin dernier, avec un rapport de la Cour des comptes. Vous savez qu'en France, l'impôt sur les bénéfices sociétés, c'est de 33,3%. Or, il se trouve, quand on regarde, que le CAC 40 ne paie que 8%, et même 10 entreprises du CAC 40 n'en paient pas du tout. Donc là, il y a quand même un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elles disent, mais écoutez, les bénéfices, moi je ne les fais pas ici, je les fais ailleurs et je suis fiscalisé ailleurs pour mes bénéfices, donc je ne peux pas les payer 2 fois. Alors, ça nous rappelle ce que dit Total, le groupe Total. C'est ce que dit exactement le groupe Total qui, lui, pour la première fois, paiera un impôt sur les bénéfices en France pour 2012. Et il rajoute, et ça c'est là quand même je crois le gros problème, c'est que la poche à bénéfices en France est évidemment faible pour le CAC 40, mais la caisse à niche fiscale est extrêmement profonde. Et donc les bénéfices sont légers, mais on bourre dans les niches fiscales et donc au total, il y a un problème de rentrée fiscale. Jean-Louis, ce qu'on veut savoir, est-ce que c'est faisable? Alors justement, il y a un problème, c'est que la France a signé une convention fiscale pratiquement avec la quasi-totalité des pays de la planète. Donc c'est difficile de remettre en question toutes les conventions fiscales que nous avons signées. Alors on s'orienterait peut-être vers un système un petit peu particulier qui, au lieu de faire un impôt sur les bénéfices, parce que le fond de l'affaire c'est que M. Sarkozy cherche 2 à 3 milliards. En réalité ça se résume à ça, que où trouver 3 milliards. Donc il va faire peut-être un impôt sur le chiffre d'affaires, une espèce de taxation sur le chiffre d'affaires. On peut taxer le chiffre d'affaires des entreprises du CAC 40, par exemple, à l'échelle internationale, c'est à peu près 1200 milliards d'euros. Si on fait une taxation de 0,2% sur le chiffre d'affaires, on trouve nos fameux 3 milliards. Ou bien limiter un chiffre sur le chiffre d'affaires fait en France, pas très encourageant pour y rester, 500 milliards à peu près, et avec une taxe de 0,5%, on trouve les 2 à 3 milliards. Bon, de toute façon, il y aura toujours un énarque pour vous faire un truc bien cadré, pour vous trouver 2 à 3 milliards en fiscalisant d'une manière ou d'une autre les entreprises du CAC 40. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. Et au cours de cette émission justement télévisée hier soir, Nicolas Sarkozy a multiplié les clins d'œil à François Bayrou, citant plusieurs fois son nom et reprenant certaines de ses propositions. Mais le candidat MoDem l'assure, il est et restera insensible à cette cour assidue, d'autant plus qu'aujourd'hui de nombreux sénateurs centristes se sont ralliés à sa candidature. Fabrice Cunet. Plus qu'une photo de famille, un soulagement. Pour François Bayrou, le ralliement de ces sénateurs centristes de diverses tendances met fin à son image de candidat isolé. C'est un événement très important, bien entendu, parce qu'il répond à la question perpétuelle qu'on entend poser, qui est la question de la solitude. L'un des grands artisans de ce rassemblement derrière François Bayrou, c'est Jean Arthuis. Et pour lui, ce ne serait qu'une première étape. Attendons les jours et les semaines qui viennent pour constater sans doute de nouveaux rapprochements et le renforcement de ce rassemblement central. En attendant, ce matin, ils étaient 16 sénateurs centristes et 2 non-inscrits à se présenter au siège du MoDem. 16 sur un groupe de 31 au Sénat. Un ralliement attendu pour valider la stratégie de François Bayrou. Surtout, ce qui est important, c'est ce que propose François Bayrou, c'est-à-dire, dans une crise comme celle-là, d'être avec une équipe d'union nationale, prendre les meilleurs de gauche et les meilleurs de droite. Pour les meilleurs de droite, il faudra encore attendre. Et ce matin, François Bayrou a multiplié les appels du pied aux déçus de la campagne de Nicolas Sarkozy. Je suis sûr de leur malaise en face de ces orientations. Et moi, en tout cas, j'ai l'intention de ne pas tomber dans ce genre de piège et de récuser ce genre de débats qui ne sont pas autre chose que des diversions et des divisions. Le candidat centriste veut croire que l'image de cette famille recomposée se prolonge après la présidentielle et que le MoDem pèse aux législatives. Mais ce noyau familial semblait encore bien fragile ce matin.
Invité politique du 22h ce soir, il est ministre des Affaires européennes et vice-président du Parti radical. Jean Leonetti, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Ma première question s'adresse au ministre des Affaires européennes que vous êtes. Durant des mois, et notamment dans ce journal, nous avons parlé tous sans interruption de la crise en Europe, de ses conséquences, des risques d'éclatement. Et là, en période électorale, le sujet passe presque à la trappe. Comment vous l'expliquez ? Il peut y avoir deux explications. La première explication, c'est que ça va mieux. Ah, bon, déjà, vous êtes d'accord avec mon constat ? Voilà. Bon, donc, et la deuxième explication, c'est que ce n'est pas une habitude française d'évoquer les problèmes européens en campagne présidentielle. Et pourtant, c'est une impérieuse nécessité. Aujourd'hui, personne ne pourrait comprendre qu'on règle uniquement dans l'Hexagone l'ensemble des problèmes de la dette, du développement économique, de la croissance, de l'emploi, de la compétitivité. Donc je crois que ce sujet est incontournable. Il ne sera pas difficile à traiter de la part de Nicolas Sarkozy parce que jamais l'Europe n'est allée aussi vite et aussi loin. On l'attend encore. Il n'y a pas eu de meeting consacré à ce sujet encore. Oui, mais il y a des actes. Ah. Et puis, il y a de l'autre côté François Hollande qui continue à dire qu'il va renégocier le traité qui est déjà signé et donc qui crée à la fois dans l'Union européenne et dans nos partenaires un mélange d'inquiétude et d'amusement. Au point qu'ils n'ont pas envie de le voir ? On ne croit pas que ce soit un problème d'avoir envie de le voir. Surtout ce qu'ils considèrent, c'est que la signature de la France engage la France. Depuis que je suis ministre, j'ai vu 5 ministres changer dans les pays européens, et pas des moindres. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Et chaque fois qu'il y a eu un changement de gouvernement, il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé en disant maintenant on va tout renégocier parce que le gouvernement a changé dans mon pays. Et la France ne pourra pas avoir cette arrogance parce que l'Europe ne se construit pas comme ça. Donc je crois que c'est un leurre et il serait sage de considérer que l'Union européenne, elle dépasse les clivages. Je négocie, je travaille avec des sociodémocrates dans d'autres pays, il travaille avec des conservateurs oh, mais il l'a dit, ailleurs. François Hollande, il a dit qu'il les rencontrera tous une fois qu'ils auront accepté de le voir. Et il contestera tout ce qu'ils ont signé à 27 ensemble. Donc je lui souhaiterais bonne chance. L'Europe n'est pas au cœur de la campagne, mais dites-nous, la crise n'est pas terminée pour autant? Non. Ah, Jean-Louis, vous êtes d'accord? Ah non, il y a une accalmie sur les marchés. Il y a une accalmie. On attend demain soir savoir si les banques vont ratifier l'accord sur la Grèce. Une question sur M. Hollande. M. Hollande dit qu'il veut renégocier le traité. Est-ce que Michel Barnier, avant-hier, ne lui a pas tendu une perche en disant qu'il faudrait, à côté du traité, un accord européen sur la croissance, ce que recherche précisément François Hollande? Non. Alors pas du tout. La réponse est non. On a un traité, vous le savez aussi bien que moi, d'abord pour créer un mécanisme européen de stabilité. C'est un pare-feu. Oui. Bon, les socialistes français, les seuls en Europe, ne le votent pas. Ensuite, et c'est pourtant un mécanisme qui cherche à lutter contre la spéculation financière qui attaque les pays les plus fragiles. Il y a un deuxième traité qui, lui, est sur la stabilité, la règle d'or. On ne fait pas des déficits parce que c'est un danger. Et en même temps, on fait une gouvernance économique. C'est la proposition française. Et la croissance, justement, tout ça, c'est pour la croissance. Et d'ailleurs, le titre 4 du traité parle de la croissance. Et en même temps, il y a une déclaration à côté qui dit comment on utilise les fonds européens. Donc il est parfait, il n'y a rien à faire, tout va bien. Il n'est pas parfait. Bon. Vous verrez qu'il y aura d'autres choses qui se feront et c'est bien évident que l'Europe ne va pas s'arrêter à ce traité. Mais il y a eu deux différences. Quand vous dites je renégocie, ça veut dire je prends le traité, je le déchire et j'en fais un autre. Quand je dis j'ajouterai quelque chose, ah oui, en 5 ans, très probablement, il y aura d'autres accords, il y aura d'autres déclarations, il y aura d'autres engagements européens. Je l'espère bien. Dont vous parlez, c'est évidemment votre domaine. Il y a d'autres sujets dont on parle beaucoup plus dans cette campagne. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes en phase avec la campagne menée par Nicolas Sarkozy quand il promet de durcir l'attribution du minimum vieillesse pour les étrangers, de diviser par 2 l'immigration légale? Vous êtes à l'aise? Écoutez, je suis à l'aise parce que dans tout ce mandat, j'ai affirmé ma loyauté et ma liberté. Et donc, lorsque par exemple, ce soir, vous êtes vraiment à l'aise. Vous êtes libre de dire si vous l'êtes ou pas. Oui, je suis libre et je continuerai à l'être jusqu'au bout de la campagne. Et donc, est-ce que le sujet de l'immigration est un sujet qu'il ne faut pas aborder? On n'a pas dit ça. Bon, alors durcir le ton sur l'immigration, la diviser par 2, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous trouvez logique? Est-ce que vous arrivez à expliquer
sans créer de la xénophobie dans ce pays, ce que j'abhorre. Est-ce que vous arrivez à expliquer que quelqu'un qui a travaillé dans le pays et qui est français, par naturalisation ou par naissance, peu importe, et qui a un minimum vieillesse, se trouve à côté de lui avec une personne qui vient juste d'arriver dans le pays et qui va toucher autant, sinon plus que lui? Il y a ceux qui viennent d'arriver, il y a ceux qui sont là depuis longtemps, ça, c'est depuis une première question. Si vous me répondez que ça ne pose aucun problème, vous le présentez dans alors un paquet cadeau. On l'envisage. Vous le présentez avec un beau ruban rose. Ce n'est pas ça qui a été dit hier soir. Il y a simplement l'idée que, le président de la République a dit « je veux de la justice » et ce que je viens de vous exposer, c'est un élément de justice. Donc vous pensez... Le deuxième élément qu'il dit, c'est l'immigration, on en parle. Et il vaut mieux en parler. D'ailleurs, même M. Hollande en parle. Et il dit qu'on va faire une régulation intelligente. Donc toutes ces annonces correspondent à vos valeurs centristes et humanistes. Vous trouvez qu'en ce moment, toute cette sensibilité que vous portez, elle est représentée? Eh bien, écoutez, oui, elle est représentée. D'ailleurs, l'Europe, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un projet humaniste et souvent porté par des centristes? Maintenant, si vous voulez me poser la question, est-ce que aujourd'hui l'immigration doit être mieux régulée? Je vous réponds oui. Parce que l'organisation d'un État, d'une société, ça se base sur l'humanité, sur l'autorité. Ça se base, comme l'Europe, sur la discipline et sur la solidarité. Si vous faites que de la solidarité et pas de discipline, vous arrivez à la situation de la Grèce. Qu'est-ce qui doit passer des moments difficiles et durs en ce moment, Jean-Louis Borloo, lui qui s'est posé en champion de la droite sociale, lui qui voudrait être l'avocat de la justice sociale en France, quelle énorme couleuvre a avalé que d'annoncer son ralliement à Nicolas Sarkozy au moment où il droitise, dit-on, son discours? Alors d'abord, je conteste que le terme de droitiser le discours, parce que je ne vois pas, parce qu'on aborde un problème et qu'on apporte des solutions, est-ce qu'il y a... Alors, au moment où il durcit le ton, allez, si le mot vous... Non, il ne durcit pas le ton, voilà. Donc, il y a sur un certain nombre... Alors pourquoi Jean-Louis Borloo hésite, dites-nous? Jean-Louis Borloo, à un moment donné, a pensé qu'il pouvait être candidat à la présidence de la République. Ensuite, avec sagesse... il a considéré que sa candidature était plus une candidature de division qu'une candidature de rassemblement. Je rappelle que Jean-Louis Borloo, il a porté le Grenelle de l'environnement dans ce gouvernement. Le Grenelle de l'environnement, vous ne pouvez pas contester que c'est un projet humaniste. Absolument pas. Donc ça veut dire que à l'intérieur de la majorité actuelle et derrière le président de la République, il y a un projet européen qui est humaniste, il y a un projet Grenelle de l'environnement. Les parlementaires centristes de l'UMP aujourd'hui, soutien de Nicolas Sarkozy, demandent via un communiqué la prise en compte de leur sensibilité. Ça veut dire qu'on en est loin. On a toujours dit qu'on voulait prendre en compte notre sensibilité. Oui, quand est-ce que vous attendez une réponse? Les gens comme moi, quand ils ont entendu qu'on pouvait lier dans certaines circonstances des tests génétiques pour la filiation des immigrés, eh bien on s'y est opposé. Et lorsqu'on était dans les dérives qui ont suivi le discours de Grenoble, on s'y est opposé. Donc ne me dites pas qu'on n'a pas exercé notre pouvoir de liberté, mais la liberté et la loyauté, c'est deux éléments qui doivent marcher ensemble. Vous êtes toujours, je l'ai dit, le vice-président du Parti radical, une formation que préside, je précise aux téléspectateurs, Jean-Louis Borloo. Il vous a donc tenu informé, ça me paraît normal, de son intention de s'afficher dimanche à Villepinte aux côtés de Nicolas Sarkozy et de le soutenir pleinement au nom du Parti radical? Écoutez, moi je ne doute pas une seconde que le problème n'est pas de savoir si on est assis à tel endroit ou à tel endroit. Le problème c'est de l'engagement. Donc je ne doute pas une seconde que Jean-Louis Borloo, comme moi depuis le début, et je n'ai jamais changé d'avis, on sera loyal. Mais vous êtes au gouvernement. Lui, Jean-Louis Borloo, vous nous dites ce soir qu'il va se rallier à Nicolas Sarkozy. Je l'espère. Il n'y a pas de doute. Pas beaucoup. Il sera dimanche à Villepinte. Je l'espère. Merci à vous d'avoir été notre invité ce soir. Merci Jean-Louis d'être resté avec nous. La suite de 22h, nous allons parler à présent d'un tout autre sujet, malheureusement qui n'est pas beaucoup aussi dans la campagne. Comme l'Europe, ce sont les quartiers prioritaires ou les banlieues. C'est le thème de notre débat à venir. Mais d'abord, vous allez voir que les candidats ne se bousculent pas pour évoquer ce thème. Marie Brémaud. Mobilisation discrète des candidats, les banlieues en 2012 ne font plus recette. À croire qu'en temps de crise, les priorités sont ailleurs. Le seul à avoir exposé toute une série de mesures, Dominique de Villepin. Il propose entre autres la création de maisons publiques, une façon d'asseoir l'autorité de l'État pour l'ancien Premier ministre. Mais d'une manière générale, les propositions sont très peu détaillées.
À l'UMP, on s'attarde surtout sur le développement des logements sociaux. Au PS, François Hollande veut créer 150 000 emplois d'avenir, en priorité dans les quartiers défavorisés. Quant à François Bayrou, il s'est prononcé en faveur d'un ministère de l'égalité. Mais les prétendants à l'Élysée manquent d'une vision globale et ambitieuse pour ces quartiers délaissés depuis des années. On est bien loin du plan Marshall promis par le candidat Nicolas Sarkozy il y a 5 ans, avec un risque majeur à la clé, une abstention record. Pourquoi ne parle-t-on pas, ou pas plus, des banlieues ou quartiers prioritaires dans cette campagne présidentielle? Les candidats sont-ils en panne d'idées? Analyse et débat à suivre ce soir dans le 22h avec nos invités que je vous présente avec plaisir. Claude Dillin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis. Avec nous également Camille Bedin, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national de l'UMP à l'égalité des chances et auteur de ce livre que je montre, Pourquoi les banlieues sont de droite. Un titre osé, vous allez nous expliquer. Le titre est Mohamed Meshmash, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes président du collectif AC Le Feu. D'abord, messieurs, madame, est-ce que vous partagez ce constat, ce sentiment d'abandon, de mise à l'écart de ce thème, de ce sujet, de cette réalité des banlieues dans la campagne présidentielle? Claude Dillin. Non, pas du tout. Enfin, en ce qui concerne le candidat que je soutiens et que j'aide sur ce plan-là, il suffit de regarder tous les discours, y compris le discours de Bourget. Bon, cela dit, on entend que ce qu'on veut. Il y a les paroles et les actes, si je peux me permettre. Il y a beaucoup... Pour l'instant, en campagne, c'est que des paroles. Les actes, on verra après, effectivement. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais les paroles, c'est important. Et je ne suis pas du tout d'accord parce que, justement, il y a des paroles globales, alors que le reportage dit il n'y a pas de paroles globales. Il y a quelque chose de très, très important qu'a dit à plusieurs reprises François Hollande, et qui va le redire, la campagne n'est pas terminée. C'est que la République ne peut pas tolérer que des territoires soient délaissés. Qu'il s'agisse d'ailleurs de certaines banlieues, qu'il s'agisse de certains quartiers à l'intérieur de villes, ou qu'il s'agisse de quartiers ruraux, enfin de villages ruraux, complètement aussi abandonnés par la République. François Hollande met ça sur le même plan et il considère que c'est une priorité pour la société, de revenir à des esprits républicains. Votre candidat aussi parle des banlieues? Oui, puis je vais surtout vous dire qu'effectivement, je crois que c'est à la mode, il y a des paroles et des actes. Ça fait 5 ans qu'on agit. Alors bien sûr, on n'a pas en 5 ans réformé tout ce qu'il y avait à réformer, après 40 ans, droite-gauche confondue, d'oubli des quartiers. Mais on agit à la rénovation urbaine, monsieur le sénateur, à Clichy-Montfermeil. C'est pas 5 ans. Et je crois c'est pas 5 ans, c'est pas ce gouvernement. Bon, il a été prolongé, il y a 12 milliards qui sont sur la table, il y a 500 12 milliards du mouvement millions social. Vous, 12 voilà. milliards du mouvement social. Donc ce sont des pas actes. Du gouvernement. Et des actes, ça concerne aussi l'opposition. Et je voulais dire qu'à ce sujet, l'opposition n'a jamais voté les internats d'excellence, les cordées de la réussite, la réforme de l'école dans les quartiers, le programme est clair. Donc il y a des actes des deux côtés, même quand on est dans l'opposition, on peut agir. Je sens qu'il va être l'arbitre ce soir. Alors vous, votre sentiment? Écoutez, moi personnellement, je trouve que oui, dans cette campagne, nous avons été les oubliés de cette campagne présidentielle, même si aujourd'hui on en parle globalement, ça suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle et qu'on cite la classe moyenne, on la cite, on sait à qui on parle. Par contre, qu'on nous met dans un projet global, je suis pas contre, parce que je suis pour le droit commun, c'est ce qu'on réclame. Le droit commun, même dans ces quartiers, simplement il va falloir rattraper 20 ans ou 30 ans d'inégalité. Et là, je le dis, gauche et droite confondues, vous avez part effectivement, où on a partagé le pouvoir. Je dis pas que rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont été défaites, mais concrètement, aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de chômage dans ces quartiers. Il n'y a jamais eu autant, je veux dire, de délabrement d'immeubles, de décrochage scolaire. 150 000 jeunes qui sortent du système scolaire, c'est énorme. Donc moi, je veux bien effectivement que l'ensemble des candidats, en tout cas, disent que c'est dans une globalité qu'on s'en occupe. Moi, tout ce que j'entends aujourd'hui... C'est quoi le risque? C'est qu'il y ait un fort taux d'abstention. Comment ce sentiment d'abandon va s'exprimer selon vous? Écoutez, le collectif, lui, déjà depuis le départ, il lutte pour que justement l'abstention ne se fasse pas dans ces quartiers. Parce que pour nous, c'est pas une fatalité. S'il y a de l'abstention, c'est que soit la représentativité n'a pas été présente, soit les promesses qui ont été faites n'ont pas été tenues, les chèques en blanc ont été signés. Donc ça suffit. Je veux dire, si on n'a pas mené l'opération qu'on a menée il n'y a pas si longtemps que ça avec la ministère de la crise des banlieues, je pense que ce soir on ne serait pas dans votre émission et qu'on n'aurait peut-être pas reparlé des banlieues ou ainsi de suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, si on a remis ça sur la table, c'est bien parce que des gens comme nous et d'autres ailleurs se démènent pour qu'on ne soit pas les oubliés. Claude Dillin, aujourd'hui, il y a une situation aussi économique qui est compliquée, celle des finances publiques. On sait qu'il n'y aura pas d'investissement massif. Quelles peuvent être les solutions alternatives?
Les solutions sont à masse financière égale. Il s'agit de redéployer, je suis d'accord avec Mohamed Mechmach, il s'agit d'utiliser ce qu'on appelle dans le jargon le droit commun. C'est-à-dire que lorsqu'on constate effectivement un échec scolaire massif à Clichy-sous-Bois, par exemple, avec un taux de réussite au brevet des collèges qui est inférieur au taux départemental de la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas les associations d'aide aux devoirs qui sont concernées avec un secrétaire d'État à la ville, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui doit redéployer ses moyens à moyen constant, qui doit redéployer ses moyens pour que cet échec disparaisse. Parce que la République, telle que je la conçois en tous les cas, ne peut pas accepter ça. Et on peut multiplier les exemples. C'est effectivement du droit commun. Je vois approuver le discours sur le droit commun oui. parce que c'est, et moi je crois en des politiques d'éducation et des politiques d'emploi. Maintenant, ces politiques, elles doivent se mener à tous les niveaux. Nous, pendant 5 ans, ce qu'on a fait, c'est donner de l'autonomie aux établissements et on veut aller plus loin parce qu'on croit dans le sur-mesure. On ne peut plus diriger l'éducation nationale de la rue de Grenelle, le Collège République qui est à côté de chez moi, qui a un programme éclair, donc qui a bénéficié de l'autonomie du gouvernement, a aujourd'hui des moyens pour se gérer lui-même parce que je crois que c'est de la responsabilité des équipes pédagogiques d'être au plus près du terrain et faire le boulot que l'État ne peut pas faire du ministère de l'Éducation nationale. Moi, je voudrais juste savoir, simplement pour arriver déjà à ce que vous dites, qu'on permette déjà à la base, dans les écoles primaires, de permettre à des gamins de pouvoir étudier correctement, avec des classes moins chargées, avec des professeurs qui sont les plus expérimentés, pour leur donner la possibilité peut-être de pouvoir accéder à ces fameuses réformes et ainsi de suite. Juste pour terminer, sur l'histoire de l'urbanisme, parce que tout à l'heure je vous entendais, c'est bien d'avoir fait du neuf et d'avoir cassé toutes ces barres qui, entre nous, ont été déjà payées par les locataires 3 fois. Mais en attendant, on n'a pas géré du tout l'humain. C'est-à-dire qu'on a reconstruit du beau, avec des personnes aujourd'hui qui sont de plus en plus au chômage, qui ont de plus en plus de difficultés à se soigner, qui ont de plus en plus de difficultés, qui sont discriminés de plus en plus, qui ont du mal à se déplacer parce qu'ils sont dans des territoires enclavés. Et donc, qui dit enclavement, dit pas mobilité, dit pas autonomie. Donc, je veux dire, quel dommage, avec tout cet argent qui a été mis en place sur de la rénovation urbaine, juste pour terminer, sur la rénovation urbaine, pourquoi pas y avoir associé les habitants qui auraient pu contribuer justement en termes de travail pour des seniors, pour des jeunes de ces quartiers. Et surtout, quel dommage que les petites entreprises qui ont décidé de rester dans les quartiers n'ont pas pu bénéficier de ces chantiers qui ont été donnés à des grosses boîtes qui constamment viennent poser le gâteau sur la table en disant à tout le monde, vous le regardez mais vous y touchez pas parce que c'est nous qui en allons le manger. Et ben du coup, je trouve ça quand même dommage que ça n'a pas été réfléchi comme ça alors qu'on aurait pu peut-être effectivement englober l'humain et l'urbain et ça aurait donné sens. On peut reconnaître quelques échecs, vous les reconnaissez, j'imagine, sans problème. de dire que c'est pas spécialement que ça s'adresse qu'à la droite, je veux dire, c'est des constats qu'on fait parce que on a quand même, je veux dire, vécu et on continue à vivre. Moi, je fais exactement les mêmes constats. Il y a un plan de rénovation urbaine qui a été fait. Bien sûr, il a été fait et je vous remercie de reconnaître que c'est nous qui l'avons fait. On l'a fait. On a eu le courage de le faire. On a mis l'argent sur la table. Maintenant, ça suffit pas. Il faut aller bien plus loin. Et notamment sur, vous avez raison, l'humain. Et je crois en l'école, l'éducation, les parents dans les quartiers, ils vont dire une chose. À la limite, moi, c'est trop tard. Mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est une politique aussi un peu de gauche. Claude Dillin, c'est ce que j'entends, c'est ce que dit François Hollande. Moi aussi, donc vous allez vous rejoindre. J'ai toujours dit que la rénovation urbaine était quelque chose de très bien, surtout quand c'est fait à l'échelle de ce qui se fait à Clichy et à Montfermeil, il n'y a pas de doute. Par contre, je ne vous suis pas en disant le gouvernement a mis sur la table de l'argent. C'est pas vrai. C'est le mouvement social et Action Logement qui finance à 100% l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc, en fait, si je dois dire merci à cet argent, c'est pas au gouvernement, c'est aux salariés qui cotisent le 1% logement, qui acceptent qu'une partie de ces cotisations finance l'Agence nationale de rénovation urbaine, au détriment d'ailleurs de leur propre logement. Mais effectivement, on peut améliorer je ne porte pas de jugement critique, mais je dis qu'on doit améliorer parce qu'effectivement, ce qui cloche, et ça ne m'empêche pas de rendre hommage à Jean-Louis Borloo, parce que c'est Jean-Louis Borloo, dans le gouvernement précédent, c'est pas Fadel Amara qui a fait... c'est Jean-Louis Borloo qui a fait ça. Il y a maintenant une nécessité de joindre, effectivement, de ne pas séparer l'urbain et l'humain, et c'est pour ça que François Hollande, alors il faut le dire, François Hollande propose ce qu'on appelle un contrat unique, c'est-à-dire qu'il relie en même temps les actions de rénovation urbaine s'il en faut, il n'en faut pas partout, et puis des actions évidemment sur le plan humain. Un plan plus politique, quand est-ce que votre candidat se rendra en banlieue ?
C'est pas à moi de vous le dire, et je sais rien. À la minute où je parle, je ne sais pas. Je l'espère. Je le souhaite. Je le souhaite vivement. Il craint ce retour. Et je voulais vraiment. Ce retour, ah non, je crois qu'à mon avis, il serait bien reçu. Je m'engage complètement personnellement, mais je pense même qu'il a envie parce que c'est des sujets qui lui tiennent vraiment à cœur. Il serait bien reçu. Oui. On a fait en sorte de traverser le périph' pour venir dans Paris pour faciliter tout le monde, pour éviter justement cette histoire de déplacement de l'autre côté du périph'. On a dit si vous venez pas à la banlieue viendrait à vous. Juste, on a fait une invitation, je tiens à le dire ouvertement, autant aux gens de la gauche que de la droite à venir nous rencontrer. Je veux dire, on n'est pas que dans la revendication, nous sommes force de proposition. Nous proposons des solutions. Je voudrais vous répondre sur ça. Mais non, juste pour vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous réitère l'invitation. Donc, puisque j'ai l'occasion de... Ils la connaissent et je la ferai passer. Et vous avez raison de vous mobiliser sur le terrain comme vous le faites. La seule chose, c'est que, et moi je milite pour ça, on ne fera pas des banlieues un argument électoral comme le fait souvent la gauche. Nous, on ne prend pas les banlieues pour des électeurs qu'on mobilise au moment d'une élection. Là, vous vous trompez, il suffit de regarder le taux d'abstention. Non, bien sûr que non. Arrêtez, il suffit de regarder le taux d'abstention. Au contraire, il faut vraiment... Non, la gauche se mobilise pour les quartiers un mois avant les élections. C'est en permanence le cas depuis 30 ans. Mitterrand a fait voter, a encouragé le vote dans les banlieues contre les communistes, puis pour faire monter le Front National. Les banlieues ont toujours été un argument électoral. Et je regrette ça. Et j'aimerais qu'on arrive à parler des banlieues en termes de droit commun, c'est-à-dire parlant d'éducation, d'emploi. Vous pouvez pas nous reprocher à nous. Parlez-en, mais ne reprochez pas en termes électoraux. C'est vous qui parlez d'électoralisme, c'est pas moi. Moi, je suis d'accord pour faire... Personnellement, nous, on ne peut pas nous reprocher. On est juste des acteurs de terrain qui, aujourd'hui, font en sorte que cette question doit être une priorité dans cette présidentielle, parce qu'on ne peut pas continuer à faire une politique de l'autruche en faisant semblant de ne pas voir ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que... Mais on fait pas ça. Non, mais c'est pas... On agit. Mais je ne m'attaque pas à vous, là, madame. Non, mais je sais, mais je suis en train de parler globalement. Moi, je parle autant de la droite que de la gauche. Je suis juste en train de dire que, à force de ne pas traiter le problème à la source, de faire du saupoudrage... Attendez, excusez-moi. Mais vous ne vous sentez pas visé, ça veut dire que là, je vous ai dit, moi, je bon, mais vous avez raison de ne pas être d'accord. Mais laissez... On va se demander pourquoi vous vous sentez à chaque fois visé. Moi, je suis en train de parler, je suis neutre, là. Voilà, je suis en train juste d'évoquer des situations qui, aujourd'hui, me préoccupent. Et ce qui me préoccupe, c'est que comment ça se fait qu'aujourd'hui, dans la présidentielle, on n'a pas à parler de ces questions-là. C'est juste pour vous dire qu'on finit par, finalement, délocaliser tous ces problèmes. Dans les quartiers ruraux, vous vous retrouvez avec les mêmes situations que dans les quartiers populaires. Dans les dom-toms, exactement la même chose. Donc, soit on traite le problème réellement, et là, j'aurais aimé qu'il y ait un vrai ministère comme M. Borloo tenait au niveau de l'environnement, c'est-à-dire qu'un vrai ministère de la ville qui est aujourd'hui capable d'avoir sous sa houlette l'ensemble des ministères. Les habitants dans les quartiers, je termine juste ça, les habitants dans les quartiers, ils disent une chose, c'est arrêter de nous traiter comme des gens à part. On est des citoyens de la République et on doit bénéficier de l'école de la République comme tout le monde. C'est pour ça que la réforme, c'est celle de l'école. S'il vous plaît. Si on fait le bilan, je voudrais pas aller sur le problème électoraliste, ça intéresse personne. Si on fait le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, sur cette longue histoire de la politique de la ville qui a 30 ans, on s'aperçoit que ça marche bien quand il y a une volonté politique au plus haut niveau de l'État. Et c'est pour ça que je crois que c'est important dans cette campagne présidentielle que les candidats ou les candidates disent clairement quelle est leur volonté politique. Moi, je vous assure, en tant que maire de Clichy-sous-Bois et en tant que président des maires de banlieue, j'ai vu la différence. Et aussi bien à gauche qu'à droite. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas de portage politique, eh bien, les choses vont mal. Lorsqu'il y a un portage politique fort et sincère, eh bien, les choses vont bien. Et c'est pas au niveau du ministre de la Ville, d'ailleurs, parce que les ministres de la Ville, de gauche-droite, sont plutôt corrects. C'est simplement lorsque le Premier ministre ou le Président de la République, ou le mieux, c'est les deux, portent ça et disent ce qu'il devrait dire, c'est-à-dire que cette société républicaine française ne peut pas accepter de laisser sur le bas-côté 5 à 6 millions de personnes. 8 millions dans les quartiers. 5 à 6 millions, au moins. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est le moment de le dire. Ça, c'est pas une campagne de Premier ministre, c'est une campagne de président de la République. Et moi, je suis Hollande, entre autres, parce qu'il l'affirme très clairement en disant, pour moi, il parle même pas pour les quartiers, il dit,
pour la société française, on ne peut plus tolérer ça. Oui, mais on est bien C'est une d'accord question de volonté politique, que de c'est ne normal. plus tolérer ça, tout le monde le pense. La question, c'est à un moment donné, la République du Maine, moi je me suis engagée pour Nicolas Sarkozy, je ne dis pas que pendant 5 ans, il a sauvé les quartiers de leurs 30 ans de misère dans lesquels on les a laissés. Simplement, il porte une volonté politique, c'est celle de faire en sorte qu'il y ait la République du mérite. Et que les gens puissent réussir par leur travail et par l'école. Je voudrais qu'on conclue ensemble. Qu'est-ce que vous attendez? C'est une question très large, puisque vous avez de nombreuses revendications. Mais est-ce que ces banlieues sont plutôt d'ailleurs de droite ou de gauche? Qu'est-ce qu'elles attendent? Est-ce qu'elles ont un vote en tête déjà qui s'est cristallisé? Par rapport à tout ce qu'on a pu rencontrer, par rapport à nos différents réseaux qu'on a dans toute la France, contrairement à ce que vous pensez, le vote dans ces quartiers n'est pas acquis à la gauche. Je peux vous le dire, n'est pas acquis à la gauche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pense que la gauche, elle pense qu'automatiquement on ira voter. Exactement. Donc elle n'est pas acquise. Elle n'est pas non plus acquise à la droite parce que aussi, elle sait très bien que d'un côté ou de l'autre, il y a des gens qui ont fait certaines promesses. Moi, je ne vais pas mettre tous les hommes politiques. Il y a une catégorie d'hommes politiques. Il y a les élus locaux qui font un certain travail, qui sont en proximité, et puis ceux qui sont loin de la base. Je voudrais simplement, à la limite, qu'on ait peut-être un peu plus de personnes qui soient peut-être différents, qui ne sont pas censés être dans les partis, qui peuvent aussi parler à une catégorie de population qui ne se reconnaît pas dans les partis. Merci Claude Dillin, merci Camille Beudin, merci Mohamed Mechma. J'ai peut-être aussi un mot sur les journalistes, sur les médias, parce qu'on a tendance à parler des banlieues, des quartiers prioritaires quand ça ne va pas, quand il y a des incidents. Voilà, ce soir c'est l'occasion d'en parler aussi de manière ouverte et pas électoraliste. Merci d'avoir été nos invités ce soir. La suite de 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est signé Cécile Sixou. Florence Cassez pourrait bientôt sortir de prison. Le rapporteur chargé de l'affaire compte proposer sa libération immédiate et absolue auprès de la Cour suprême mexicaine. La Française a été condamnée à 60 ans de prison pour enlèvement. Les juges rendront leur décision le 21 mars prochain. Les représentants du culte juif ont calmé la polémique sur la viande halal. Pour Gilles Bernheim et Joël Mergui, reçus à Matignon ce matin, l'incident provoqué par François Fillon est clos. Nous avons le sentiment d'avoir été compris, ce qui ne veut pas dire que des inquiétudes ne subsistent pas. Lundi, le Premier ministre avait suscité la colère des communautés juives et musulmanes. Il avait qualifié d'ancestral l'abattage rituel des animaux. Demain, les représentants musulmans seront à leur tour reçus par François Fillon. Elle a le sourire, Nathalie Arthaud, à sa sortie du Conseil constitutionnel. La candidate lutte ouvrière est la première à rendre publiques ses 500 signatures. Ce matin, elle a déposé ses 48 derniers parrainages. Ils lui permettent d'être officiellement candidate. Demain, Jacques Cheminade a également prévu de déposer ses 500 signatures. Une gouvernance spécifique de la zone euro, c'est la proposition du sénateur Jean Arthuis. Il faut un leadership clairement identifié. La même personne doit présider le Conseil européen, le sommet de la zone euro et sans doute la Commission européenne. Il a rendu ce matin les conclusions de son rapport à François Fillon sur l'avenir de la zone euro. C'est une baisse historique selon la sécurité routière. En février, le nombre de personnes tuées sur la route a baissé de 25%. Au total, 201 personnes sont mortes, soit 68 de moins que l'année précédente. Pour la sécurité routière, ces résultats confirment l'amélioration des comportements sur la route. L'Algérie va fêter cette année les 50 ans de son indépendance. Beaucoup de livres reviennent sur cette période. Et ce soir, nous allons parler d'un livre en particulier qui, vous allez le voir, est très émouvant avec Mohamed Zerouki. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous Merci. êtes l'un des auteurs avec Hélène Erlingsen-Crest de ce livre, Nos pères ennemis, aux éditions Priva. Je vais juste en quelques mots préciser à nos téléspectateurs qu'avec la co-auteure, vous avez un point commun. Ce sont vos papas, vos pères, qui ont combattu pendant cette guerre dans la même région, qui sont morts. Ils appartiennent à des camps opposés. Le père d'Hélène est un militaire et le vôtre? Un militant nationaliste, membre de la LN. Comment est née l'idée de ce livre? Écoutez, elle est née d'une rencontre, d'une simple rencontre. Hélène avait déjà écrit un livre. Je voudrais ce soir saluer sa maman qui est très malade. Et je voudrais qu'elle guérisse très très vite et qu'elle nous rejoigne. On lui souhaite un prompt rétablissement. Merci beaucoup. Et elle est née d'une rencontre. Moi, j'avais envie, il y a quelques années déjà, de écrire un livre sur ce père qui est parti un peu trop tôt pour moi, alors que j'ouvrais les yeux. Et pour Hélène, je pense que ça doit être la même chose aussi. Et
un simple coup de fil, une rencontre. Une rencontre passagère, tel un papillon de nuit, comme ça, qui arrive. Mais dites-nous, la fille d'un militaire français avec le fils d'un membre, d'un responsable politique algérien, c'est un livre de paix, de réconciliation, même si les souvenirs sont douloureux? Je crois qu'il faut aller de l'avant. Il faut être capable. Moi et Hélène, nous avons essayé de poser un caillou ou une tache d'encre sur une plage, sur une page blanche. On veut que cette page blanche devienne de plus en plus propre. Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait nous séparer? Nous sommes les dégâts collatéraux d'une guerre. Est-ce que nous, on l'a demandé? Non. Simplement deux idées. Un militaire français qui défend la patrie, parce qu'on le lui a inculqué. D'un autre côté, un homme, un indigène, qui veut vivre debout, qui ne veut pas se mettre à genoux et qui veut vivre dans une égalité de chance auprès des autres communautés qui existaient. Finalement, ces deux hommes, ce sont deux idéaux, mais ils se ressemblent beaucoup quand on lit le livre. Ce sont deux paysans oui. Qui n'ont pas fait beaucoup d'études. Pour le mien, il était complètement analphabète. C'est à part. Vous avez des souvenirs de lui? J'ai un très très grand souvenir. J'ai un très très grand souvenir de mon père. J'ai grandi avec lui. Je veux dire, et des souvenirs de cette période? Et j'ai pris le maquis en même temps que lui. Il vous a pas découragé? Non, ça ne m'a pas découragé. Je crois que mon père m'a inculqué la vie, le combat dans la vie, le combat pour la dignité, le combat pour l'égalité, pas le combat contre une autre communauté. Simplement de dire, nous sommes Algériens, nous avons un pays, nous avons différentes communautés. Pourquoi ne pas vivre ensemble? Lorsque tout a été mis en place, lorsque tout a été dit, qu'est-ce qu'il reste à un peuple, si ce n'est de prendre les armes pour se libérer? Pas se libérer contre d'autres hommes ou contre d'autres femmes, mais d'une idéologie qui a écrasé un peuple. Je vais vraiment conseiller aux téléspectateurs de lire ce livre magnifique, Nos pères ennemis. Mais ce récit maintenant, est-ce qu'il faut qu'il soit traduit en arabe, qu'il soit publié en Algérie? Parce que je crois qu'il ne l'est pas encore. Il n'est pas encore. Nous l'avons envoyé à des amis en Algérie. Je pense qu'il va... Ça va poser un débat, c'est certain. Ça va poser un débat, c'est certain. D'autres le liront avec plaisir. J'ai des échos. Le livre a été pris assez bien. À mon avis, il ne peut que plaire. Il faut le traduire en différentes langues, pas uniquement en futur best-seller. Ouais. Comment, en un mot, c'est compliqué, comment vous qualifiez aujourd'hui les relations entre la France et l'Algérie? Je vais vous dire une chose très importante. Nous, on ne fait pas commerce de notre souffrance. Absolument pas du tout. Je crois qu'à un moment donné, il faudra reconnaître les faits qui se sont passés en Algérie. À un moment donné, il faut se parler, il faut se mettre autour d'une table et puis dire, et après tout, pourquoi pas? Nous avons commis l'irréparable, on va le réparer ensemble, et pourquoi pas? Nous avons essayé, moi et Hélène, de le faire. Pourquoi pas les grands? Vous êtes le bel exemple. Merci beaucoup. Avec ce livre, Mohamed Zerouki, avec Hélène Erlingsen-Kress, donc Nos pères ennemis, c'est aux éditions Priva et j'espère publié dans d'autres langues et en arabe pour l'Algérie. Et puisque l'on parle de ce beau pays, l'Algérie, où nous avons de très nombreux téléspectateurs qui nous suivent, que vous saluez, que je salue aussi, qui nous suivent régulièrement, d'ailleurs tous les téléspectateurs de l'autre côté de la Méditerranée, et qui sont fidèles aux émissions de Public Sénat. On va regarder ensemble ces images magnifiques de la baie d'Alger, dans le cadre d'une émission spéciale, Bibliothèque Médicale, que vous connaissez peut-être, Mohamed, qui est présenté par... Vous la regardez, qui est présenté par Jean-Pierre El-Kabbach. Avec quelqu'un qui est né en Algérie en plus. Tout à fait, tout à fait. Un Algérien, Jean-Pierre El-Kabbach, est tourné au musée des Beaux-Arts d'Alger. J'ajoute que cette émission consacrée au pays sera diffusée vendredi à 22h. C'est une spéciale femme, avec 4 femmes algériennes. C'est à souligner, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui laissent tant de place à ces femmes qui ont beaucoup de mérite. Merci d'avoir été notre invité. Restez avec nous. On va finir ce journal comme chaque mercredi à présent. Par la revue de presse de vos hebdomadaires à paraître demain dans vos kiosques. On va commencer avec Le Point, avec à sa une Hollande, les riches et l'argent, mais aussi à noter un rapport autour de l'abattage rituel où l'on apprend dans ce rapport que la moitié des animaux tués le seraient selon le rite halal ou kasher, un rapport qui risque donc de faire repartir la polémique dont on parle depuis plusieurs jours. Le Nouvel Observateur à présent avec un spécial immobilier pour Paris et puis aussi la présidentielle panique chez les riches si Hollande arrive au pouvoir.
Enfin, l'Express s'intéresse aussi à l'immobilier, mais aussi au meilleur allié de François Hollande. C'est une enquête et le meilleur allié de François Hollande, devinez, qui c'est? Eh bien, c'est Nicolas Sarkozy, selon l'hebdomadaire à paraître demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Tout de suite, votre émission Déshabillons-les. À demain, avec plaisir.